Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Madame le ministre, vous avez déclaré il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, que les tenants de l'ancien régime, opposition actuelle à votre pouvoir, détenaient une fortune plus élevée, je veux dire, en tout cas une fortune qui dépassait le budget du Sénégal. En disant ça, vous avez conforté Amath Dansokho, qui nous avait révélé qu'il y avait à peu près 3 000 milliards évacués et logés dans des comptes en France. À votre qualité de ministre de la Justice, en disant cela, vous avez les preuves de cette déclaration-là. Parce qu'en fait, si ça s'avère, nous considérons que c'est un délit, un crime contre chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise, paysan, pasteur, éleveur, fils de pauvre que nous sommes. Vous savez, dans ce type d'affaires, vous avez des informations, c'est comme un jeu de poker. Vous n'abattez pas vos cartes dès le début du jeu. Et nous avons effectivement de très forts soupçons, que d'ailleurs le procureur de la République a corroboré dans sa mise en demeure pour l'une des personnalités qui a été inculpée et placée sous mandat de dépôt. Et c'est des sommes importantes. Mais vous savez, les Sénégalais, ils étaient là. Pendant 12 ans, ils ont vécu au rythme des scandales que vous-même, la presse, avez rapporté régulièrement. Ça portait quand même sur des montants extrêmement élevés. D'ailleurs, la rue parlait de milliards et plus de millions. En n'ayant d'ailleurs aucune idée de ce qu'un milliard veut dire, c'est beaucoup d'argent. Et on était là. Cet argent, il est bien allé quelque part. Et évidemment, nos enquêtes nous montrent que effectivement beaucoup d'argent est sorti du pays. Mais tout ça va être mis sur la table par le procureur spécial qui mène des enquêtes, par les unités d'enquête qui sont en œuvre, et également des partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons, les pays notamment, puisque vous savez que nous sommes tous signataires de la Convention internationale de lutte contre la corruption, et tous les pays signataires, la plupart des pays de la planète, ont obligation de prêter aide à tout membre de la Convention qui le demanderait. Donc il y a beaucoup de commissions rogatoires, etc. Mais en fait, donc c'était des suspicions quand vous l'aviez dit, vous n'avez pas de preuves avérées, mais bon, les preuves sur les 3 000 milliards. Vous verrez bien, parce que le processus est en cours. Il y a des mises en œuvre qui arrivent. Vous avez comparé à une partie de poker, ça veut dire que parfois il y a du bluff dans une partie de poker. Oh non, mais qui vivra verra. Vous savez, vous étiez là à nous dire que tout ça n'est que cinéma, mais finalement et quand M. Dansokho dit exactement que ce sont c'est de l'argent logé dans des comptes en France, vous en tenez compte en tant que ministre de la Justice? Vous tenez compte de ces déclarations-là et dans vos enquêtes également? Vous savez, M. Dansokho est une personnalité respectée de ce pays, il sait de quoi il parle. Ce que nous faisons, nous, c'est de demander l'aide judiciaire de tous ces pays-là, qui nous l'apportent de manière... Mais M. Dansokho n'a jamais été appelé à corroborer ses propos par rapport à l'action judiciaire qui est en train d'être menée par rapport à cette affaire-là. Mais il fait des commentaires comme personnalité de ce pays. Pourquoi il n'a jamais été appelé à témoigner? Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Non, mais parce que c'est en tant que tel. Je n'ai pas encore vu. Croyez-moi, il a de la répartie pour vous. Mais j'espère qu'il sera là un de ces jours. Nous pourrons en débattre. Ce sont des faits réels. Ce n'est pas de l'abstrait. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de beaucoup de théories. Vous avez beaucoup de gens qui sont arrivés en 2000 dans un dénuement complet, parce qu'on connaît, ils vivent dans les quartiers. On connaissait leurs conditions sociales, ils n'ont hérité de rien, ils ont eu un salaire qu'on peut quantifier, et vous les voyez afficher un train de vie extraordinaire. À votre avis, cet argent, il vient d'où? Oui, mais là nous sommes, je pense il y a aussi des faits que la presse rapporte. Il y a également ce qu'on appelle des suspicions, des extrapolations, etc. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est quand même des preuves tangibles, parce que nous faisons face au ministre de la Justice. Vous êtes en train de faire jeûne avant Ramadan. Ça se passera lors des procès. Et voilà, vous ne pouvez
pouvez pas faire des procès publics. Ça fait quand même un an depuis, non? Mais c'est des choses sérieuses, justement. Si vous voulez respecter les droits de la défense, il vous faut du temps, il vous faut des preuves solides. Sinon, le procureur, il n'aura pas de... Voilà, il tiendra pas face aux avocats de la partie adverse. Il faut corroborer toutes ces informations dont on parle, etc. Ça prend du temps. Parce qu'on veut faire de la justice sérieuse et impartiale. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du procureur, certainement faisant un peu référence au procureur Alioune Ndao, et qui parle d'Alioune Ndao, parle de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Restons-y si vous voulez bien, Madame le ministre. Cette Cour-là, depuis sa réinstauration, sa réhabilitation, cause beaucoup de soucis, hein, si on peut le dire ainsi. En tout cas, dans le débat public, les voix fusent de partout. Je voulais m'arrêter sur 2 à 3 cas spécifiques de personnalités de ce pays qui sont prononcés là-dessus. Votre camarade dans Benno Bokk Yakaar, Aïssata Tall Sall, juriste par ailleurs également, a décrié la réhabilitation de cette cour-là. En ces termes, elle dit que la loi sur l'enrichissement illicite est juridiquement désuète. Elle ajoute que c'est une loi hors norme et qui viole la Constitution. Nous avons également écouté Ousmane Ngom. C'est vrai que il fait, en tout cas, c'est l'une des personnes interpellées, d'accord, par cette cour-là, et je pense qui est aujourd'hui sous enquête, mais qui disait effectivement que c'est une loi qui a été abrogée par la loi justement 84-19 en son article 15, etc. Ça veut dire que c'est une loi qui, selon lui, n'existe plus. Et il y a également beaucoup de vos collègues juristes qui ont corroboré ces propos-là. Si on se rapporte également à la rentrée solennelle des cours et tribunaux, je pense qu'il y a monsieur Souleymane Teliko, je pense que c'est Teliko, si mes souvenirs sont bons, qui un petit peu est allé en contre-faux également par rapport à cette cour-là, en disant qu'elle est en contradiction avec les droits à un procès équitable. En tant que ministre de la Justice, ça vous interpelle? Alors, d'abord, pour dire qu'il y a une liberté d'opinion et d'avis dans ce pays. Donc, tout le monde peut avoir son avis sur la question. Une chose est certaine, c'est que cette loi n'a jamais été abrogée. L'ancien régime avait tout le loisir de le faire. Ils avaient une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Ils ont d'ailleurs essayé de le faire, mais je crois que les bailleurs de fonds ont dû mettre le haut là-dessus. Donc voilà, elle fait partie de notre architecture judiciaire. La Cour a été créée par la loi de 81, qui n'a jamais été abrogée, donc qui existe. Qu'on puisse améliorer certains aspects de cette Cour, je n'en disconviens pas. Et d'ailleurs, c'est dans nos projets pour renforcer certains éléments. Mais cette Cour est là et voilà, certains sont justiciables devant elle. Maintenant, vous savez, le droit, ce n'est pas une science exacte. C'est pas comme lorsqu'on veut construire un pont, on sait combien de mètres cubes de béton y vont, ça se discute pas, etc. Mais le droit, c'est une science interprétative. Mais pour ce qui concerne la Cour, elle fait effectivement partie de l'architecture judiciaire. Elle a été créée par une loi et aucune loi n'a abrogé la loi de 1981. Même pas celle de 84 bien sûr qui que fixe non. les dispositions. Bien sûr que non. Vous savez que pour abroger une loi, vous n'êtes pas équivoque. Hein? Voilà, une loi spécifique qui crée une cour. Si vous voulez supprimer cette cour, on sait comment ça se fait. Vous abrogez les dispositions précises. Donc à ce niveau-là, je crois que ce n'est pas pertinent. Et puis voilà. Et puis c'est pas ça le problème, en fin de compte. Le problème, c'est de dire, voilà, nous, on est blanc comme neige, on n'a pas de problème. La question, c'est est-ce que de l'argent a été pris illégalement ou pas. Donc tous les débats sur la Cour, à mon avis, n'intéressent pas les Sénégalais. Parce qu'on dit en fait que c'est une cour politique, quoi, qui n'est là que pour poursuivre les anciens tenants du pouvoir. Parce que quand on sait également qu'aujourd'hui, bon, par rapport à une certaine loi sur l'enrichissement illicite, je pense que dans son empirisme, hein, en tant que cour et dans son esprit et dans son texte également, je crois qu'il y a également d'autres personnes peut-être, en tout cas si on considère les faits, les accusations qui sont portées contre certains, je crois qu'il y a également d'autres personnes. Mais il y a des gens qui aujourd'hui sont, il y a des gens qui aujourd'hui sont sous mandat de dépôt qui n'avaient aucune activité politique. Ça. Il y en a d'autres également bien sûr, la Cour, mais qui ne sont pas inquiétés. Oui, mais laissez-lui le temps de travailler. Voilà. Ça fait un an, madame. Ben oui, mais justement, la justice n'est pas... Le temps de la justice, c'est pas le temps... sélective, non?
Pas du tout. Mais lorsque vous devez rendre des comptes, on ne vous demande pas de compte à vous, parce que vous n'avez pas géré le budget de l'État. On demande des comptes à ceux qui ont géré des budgets. Ça s'appelle la redevabilité. Et ça, il faut qu'on l'instaure dans notre culture. Parce que c'est ce qu'on fait dans toutes les démocraties. Les budgets qu'on vous donne, ce sont nos impôts et nos taxes qu'on confie à des individus, des ministres, des directeurs généraux, à la fin de leur mandat, surtout s'il y a des soupçons de détournement, mais rien de plus normal que voilà, de se justifier. Ça n'a rien de chasse aux sorcières, etc. Ça doit entrer même dans notre culture administrative et gouvernementale. Madame, vous êtes ministre de la Justice. Vous êtes également responsable politique de votre parti, l'APR. Quand on reste sur ce débat-là de l'enrichissement illicite, d'aucuns décrit le patrimoine du chef de l'État, M. Macky Sall, à qui on ne prenne même pas dans sa déclaration de politique, sa déclaration de patrimoine, lui-même a révélé détenir, je pense, 8 milliards ou un petit peu plus. Ah bon, vous l'avez lu? Oui. C'est dans la presse. Est-ce que vous avez lu l'original ou est-ce que vous avez lu ce qui est dans la presse? Non, je ne peux me rapporter moi que dans les déclarations de presse. Voilà. Donc moi je vous conseille d'aller voir l'original parce que c'est de domaine public. Ça a été publié au journal officiel. Vous savez, ça également c'est un grand problème. Si aujourd'hui l'information qu'on doit aux citoyens est une information manipulée, vous avez ce type de situation. C'est l'occasion de nous éclairer. J'ai moi-même déposé la déclaration du président de la République. J'étais sa directrice de cabinet quand il était candidat. Et je suis devenu ministre de la Justice. Il a déclaré des biens tout à fait acceptables ce n'est pas du numéraire, justement. C'est pas nécessairement du numéraire. Donc les gens, ils ont des problèmes par rapport à l'estimation des... Mais voilà, je vais par exemple vous dire comment l'estimation se fait. Quand quelqu'un vous dit j'ai eu 20 véhicules de campagne, alors l'exercice simple c'est de dire un véhicule coûte 30 millions multiplié par 20, 600 millions. Mais ce n'est pas vrai. Les 20 véhicules de campagne sont des véhicules que ces militants lui ont donnés, puisque quand même il peut y avoir des militants qui peuvent lui offrir un véhicule d'occasion dont la plupart sont tombés en panne après, mais par honnêteté, il l'a mis dans la déclaration. Il a des maisons qu'il a prises par crédit et c'est vérifiable. Donc je vous conseille d'aller remonter à la source. Pourquoi le président ne justifierait pas cela? C'est pas son travail. Pour stopper le débat un peu. Mais nous l'avons expliqué, mais vous savez, il y a dans le journal officiel, tout le monde. C'est pour ça qu'on crée le journal officiel. C'est pour que les gens aillent à la source originale. Mais vous savez, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est ça